Bienvenue sur le podcast de référence pour devenir triathlète. Je suis Hermano, producteur de podcasts sportifs depuis 2014, triathlète depuis plus de 20 ans et maintenant swimrunner. La semaine se termine et on finit bien avec le dernier épisode de la série. C'est le moment de nous laisser un commentaire sur toutes vos plateformes d'écoute favorites et de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter ensemble des épisodes. Salut les sportifs, c'est Hermano et vous êtes dans les derniers épisodes de la semaine du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, un triathlète émérite et fondateur de la marque de textile Ohana pour le triathlon, justement, Olivier de Scooter. Salut Olivier. Que d'éloge, salut Hermano. Et notre invité de la semaine, Marie Léotet. Tu vois, cette fois-ci, je dis ton nom et plus ton surnom. Salut Marie. Ça fait plaisir, merci Hermano. Alors Marie, on s'est quitté hier en parlant justement de ton tour du monde, de cette organisation qui t'aura pris 2 ans pour préparer ton tour du monde. On a parlé de tes premières foulées. De tes premières foulées qui t'emmènent du Portugal à l'Italie. Là, bim, confinement. Donc tu rentres à Paris, dans la famille. Tu continues malgré tout à t'entraîner sans comptabiliser les kilomètres pour ton tour du monde, mais en faisant les maraudes pour les SDF qui se retrouvent eux coincés pendant le confinement parce qu'ils n'avaient pas de maison, donc il fallait bien leur donner à manger, à boire et leur apporter un certain soutien. Et puis, le premier confinement est levé. Qu'est-ce qui se passe alors pour toi? Comment est-ce que tu reprends la trace de ton tour du monde? Tout simplement, je repars du point exact où je m'étais arrêté, donc de Pise, la rue exacte où j'avais arrêté le GPS ce jour-là du 10 mars 2020. Et je repars, mais à l'époque on était un peu dans le flou parce que les confinements étaient levés. Mais la carte d'Europe, c'était un peu un puzzle entre les pays qui étaient ouverts, les pays qui étaient fermés, les pays qui acceptaient les touristes, les pays qui ne les acceptaient pas. Donc du coup, la suite de mon parcours a été un petit peu compliquée. Quand je suis arrivé aux portes de la Grèce, j'ai découvert que la Grèce avait fermé toutes ses frontières terrestres à l'exception d'une, qui était la frontière avec la Bulgarie. Donc ça a été très compliqué. Du coup, ça voulait dire que je pouvais plus aller directement sur Istanbul, terminer ma traversée de l'Europe. Donc du coup, j'ai décidé de remonter tous les Balkans, faire autre chose. Mais donc du coup, j'ai rajouté beaucoup de kilomètres. Là, en tout, ma traversée de l'Europe fera plus du double de kilomètres de ce qui était prévu initialement, voire presque le triple, je crois. Donc c'est beaucoup. Donc voilà pourquoi ça a été un petit peu chamboulé. Et puis surtout, il y avait plus j'étais pas très pressé de terminer l'Europe parce que tous les autres continents étaient fermés. Je pouvais me rendre ni en Australie, ni en Asie, ni en Amérique du Nord, ni en Amérique du Sud. Donc autant courir en Europe pour continuer à faire du kilomètre, découvrir des pays, et c'était formidable quand même. Et donc du coup, tu as fait combien de kilomètres en Europe? Là, j'arrive à 15 000, donc quand j'aurai terminé, j'aurai fait 15 500 kilomètres. Comment est-ce que tu vas passer de l'Europe à un autre continent? Si je me souviens bien, quand on en avait parlé en février, t'envisageais l'Australie, c'est toujours le plan? Alors, l'Australie est complètement fermée, c'est-à-dire qu'elle n'accueille aucun touriste, elle ne délivre aucun visa. Donc, j'ai eu une exemption du WRA, du World Running Association, qui m'autorise à ne plus faire les continents en séquence et à faire les continents au fur et à mesure de leur ouverture. Donc ce qui se passe, sympa quand même. C'est très sympa et en même temps, je pense qu'ils sont un petit peu sympathiques quand même. Ils se disent, on l'a tous fait dans des conditions idéales, enfin sans pandémie. Donc la pauvre petite qui se trouve avec une pandémie dans les pattes dès le 3e mois. Donc du coup, ce qui se passe, c'est qu'au départ d'Istanbul, c'est possible de se rendre en Amérique du Nord, même sans vaccination. C'est assez surprenant, mais bon, c'est comme ça. Donc du coup, je me ferai vacciner quand je serai sur le territoire américain, mais ça me permet de voler directement d'Istanbul et je vais attaquer ma traversée de l'Amérique du Nord. Ok, et ce sera de où à où alors? Je pars de Seattle, océan Pacifique, et j'arrive à New York City, océan Atlantique. Wow. Est-ce que tu passes par Boston? Est-ce que je passe par Boston? Il me semble, oui, sur la fin. Ouais. Je connais un petit peu parce que ma sœur y habite depuis 5 ans, donc je vais m'arranger pour qu'elle fasse du lobbying là-bas et que tous les Français t'accueillent quand tu passeras à Boston. Un comité d'accueil, c'est super, merci. Je suis preneuse. Alors, tu nous as dit quand même, dans le tout premier épisode de la semaine, que tu voyageais en solitaire, mais c'est pas vrai, en fait. Tu voyages avec Bob? Exactement, j'ai un compagnon de voyage, donc c'est une poussette avec des espèces de roues de vélo, des super amortisseurs sur le côté. Il va partout, Bob, il va sur les petits chemins de montagne. Je vous promets qu'il a monté des trucs, même en marchant c'est compliqué, donc lui il suit le rythme. Il commence à fatiguer un peu. J'avais prévu de le changer après la traversée de l'Europe, mais comme je pars directement, ça va pas être possible. Donc il va devoir être capable de faire plusieurs milliers de kilomètres en plus. Donc il s'appelle Bob tout simplement parce que c'est le nom de la marque en fait. Moi j'avais pas prévu de nommer ma poussette, mais Bob c'est B-O-B, c'est Beast of Burden. C'est le nom de la marque d'une poussette Ironman d'ailleurs. Faisons le lien avec le triathlon, puisque c'est la marque Ironman. Et c'est pour les Ironmaners, j'imagine, qui s'entraînent en poussant leurs enfants dans une poussette quand ils sont jeunes papas et jeunes mamans.
Donc voilà, donc c'est cette poussette qui m'accompagne et qui porte mon bagage et peu de choses. La poussette fait 10 kilos, 11 kilos. Mon sac fait 12 kilos, plus l'eau et un peu de nourriture que je transporte, j'arrive en fonction des saisons, entre 25 et 30 kilos. Ce qui est quand même pas mal. Donc, je sais pas si les gens qui écoutent ce podcast cette semaine se rendent compte de ce que tu réalises. Donc déjà, tu fais un tour du monde en courant, en solitaire, même si Bob, ta poussette, t'accompagne, ou plutôt tu pousses Bob. C'est ça. Et cette fameuse poussette, donc tous les jours, quand tu cours ton marathon, parfois un tout petit peu moins, parfois un tout petit peu plus, tu pousses 30 kilos devant toi. Enfin, c'est juste exceptionnel, impressionnant. C'est-à-dire, c'est ça représente quand même, il faut bien se le représenter, c'est-à-dire que ça représente 50% de mon poids corporel. J'ai beaucoup pris en musculature, et ça veut dire qu'à chaque foulée, c'est pas juste mon corps que je propulse, c'est mon corps plus 50%. Donc c'est quand même un petit effort. Ça veut dire aussi, et tu l'as vu quand t'as couru avec moi, Hermano, il y a certains gradients d'élévation où, par exemple, quand la pente est au-delà de 3-4%, je peux plus me propulser. J'ai pas la force musculaire de propulser tout ça. Donc c'est vrai que dans les côtes, je suis souvent contrainte de marcher, mais j'arrive quand même à maintenir une moyenne de course qui est depuis le début. Donc ça fait presque 15 000 km maintenant que je cours, qui est à plus de 9 km/h. Donc c'est pas non plus c'est pas très rapide, mais c'est pas très lent non plus. C'est vraiment de la course. Souvent, ça reste de la course à pied, quoi. Ah oui, tout à fait. C'est des marathons en 4h40 du 9 km/h, donc c'est pas champion olympique, mais c'est quand même un marathon. Non, mais j'en connais qui rêveraient de courir le marathon sur Ironman, justement à cette vitesse-là, après avoir déjà fait 10-12 heures d'efforts. Alors évidemment, on parle pas des meilleurs du monde, mais quand on est sur la fin du peloton sur Ironman, à la limite de la barrière horaire, c'est pas rare de courir le marathon en 5-6 heures. Donc j'en connais qui aimeraient courir à ta vitesse, avec ta puissance, et tous les jours en poussant Bob. Pour revenir sur la poussette, moi je vois pas vraiment à quoi elle ressemble. On mettra quelques photos, mais donc c'est vraiment une poussette qui est faite pour enfants à la base. Hein. C'est pas une poussette qui est faite pour faire un tour du monde en course à pied avec son sac à dos dedans, quoi. Tout à fait. Elle est faite pour enfants. Donc moi j'ai enlevé tous les trucs qui ne m'intéressaient pas. Donc j'ai enlevé la ceinture de sécurité à l'intérieur. J'ai enlevé tous les trucs de sécurité liés à bébé. J'ai enlevé. Il y avait un frein qui ne m'intéressait pas. J'ai pas besoin du frein. J'avais enlevé j'ai enlevé tous les trucs qui pesaient un petit peu et qui ne me servaient pas. Donc c'est un peu comme les voitures de rallye qui sont complètement vides à l'intérieur, où il y a juste de l'armature. C'est ça. Donc je pense qu'elle est plus du tout homologuée pour porter un enfant à l'intérieur. Je m'aventurerai pas à mettre un bébé dedans, mais pour porter mon sac, ça va, ça fait l'affaire. Hier, j'ai un peu coupé l'épisode rapidement parce que je vais pas non plus prendre trop de ton temps, mais je t'avais ouvert la possibilité à parler de la cause que tu défends. Je crois qu'on peut pas finir notre série hebdomadaire sans parler de ça. Ah, c'est super, merci de me laisser en parler. Alors effectivement, quand on part dans un voyage comme ça, et je pense que les 6 personnes qui ont fait le tour du monde avant moi ont eu un peu la même démarche, je pense que c'est un besoin de donner une autre dimension, une dimension un peu plus que juste la dimension personnelle à ce voyage, parce que c'est tellement énorme ce qu'on fait que autant mettre autre chose que juste soi-même sur la ligne, j'ai envie de dire. Donc moi j'ai cherché ce qui était en fait j'ai pas vraiment cherché longtemps, ça s'est présenté comme une évidence. Je me suis dit je suis quand même juste la 2e femme au monde à faire ce truc. Quand j'en parle autour de moi, alors ma famille et mes amis sont pas surpris, mais quand j'en parle à des gens qui me connaissent pas, la première réaction c'est toujours ah mais pour une femme ça doit être compliqué. Moi ma réaction c'est toujours et pourquoi femme, homme, on a 2 jambes, 2 bras, une tête, il y a pas on est fait à peu près dans l'essentiel, on est quand même fait pareil, donc je vois pas pourquoi ce serait plus difficile pour une fille. Donc et pour moi la cause des femmes a toujours été quelque chose de très important. J'ai été élevée dans ma famille, j'ai une grand-mère extraordinaire qui était aux premières heures du féminisme à Paris, qui dirigeait la bibliothèque féministe de la ville de Paris dans les années 60. Donc elle était bien branchée sur ces sujets-là. Et moi je me suis dit que je voulais bien rendre la monnaie de la pièce, parce qu'il y a quand même j'ai eu la chance d'avoir été élevée dans un pays occidental où il y a, même s'il y en a beaucoup, il y a moins de biais qu'ailleurs quand on est une femme. J'ai quand même passé l'essentiel de ma carrière à être payée moins que mes collègues hommes. C'est une réalité, c'est comme ça. Donc il y a quand même des biais. Malgré tout, j'ai quand même pu, tout au long de ma vie et tout au long de ma carrière, faire mes propres choix. J'ai choisi où j'allais, j'ai choisi où je voulais travailler, j'ai choisi comment je voulais mener ma vie. Et ça, malheureusement, c'est pas une réalité partout. C'est une réalité de privilégiés en Occident. Donc, il y avait une ONG avec laquelle une ONG que je suivais depuis des années, qui s'appelle Women for Women International. Elle vient en aide aux femmes, en fait, dans les pays d'après-guerre. Parce que c'est vrai que quand une guerre est finie, les caméras du monde entier s'en vont en applaudissant, en disant super, la guerre est finie.
Tout le monde s'en va et il reste pas grand-chose après. Et en fait, il reste pas grand-chose. Les hommes reviennent soit en très mauvais état physique ou psychologique de la guerre. Et en fait, il incombe aux femmes de reconstruire un peu tout derrière. Sauf que c'est souvent des femmes qui ont pas reçu l'éducation, pas reçu les outils et qui se retrouvent avec des enfants sur les bras, des populations déplacées, des hommes qui reviennent un peu cassés et qui doivent reconstruire. Donc cette ONG, elle s'occupe de leur donner des outils, elle les accompagne dans la longueur, vraiment ça s'étale sur des années avec un programme éducatif, avec un programme psychologique aussi de soutien. Et donc je cours pour ces femmes-là et je leur ai promis de lever $1 par kilomètre couru. Voilà ma promesse. Waouh. Donc 26 232 $ minimum. Minimum parce que là je suis parti pour courir plus. Alors en fait ça fait plaisir à tout le monde. Et comment est-ce que tu fais du coup? Tu as des sponsors pour ça? C'est des donations? Tu es parrainé? Comment ça fonctionne? Alors moi je pars entièrement auto-financé, c'est-à-dire que j'ai aucun sponsor. Alors pas parce que j'ai forcément voulu que ça soit comme ça, mais c'est vrai que c'est pas quand on se lance dans ce genre d'aventure et qu'on n'a pas forcément le background. C'est vrai que moi avant que je parte, t'aurais fait mon nom sur internet, il y avait rien. Hein, donc qui dit que cette fille-là, elle va faire 650 marathons, que c'est pas juste du pipeau et tout. Donc je comprends qu'il y ait pas les boîtes se pressent pas pour être derrière moi. Mais donc moi je suis autofinancé. Les fonds que je lève pour cette ONG, c'est une plateforme de donation qui ne passe pas du tout par moi. Ça passe par la plateforme qui s'appelle Just Giving, parce que moi je voulais pas être intermédiaire de ça, je voulais pas collecter puis redonner, je voulais que ça passe directement. Donc sur mon site, il y a un bouton de donation qui t'emmène directement sur la plateforme Just Giving et il y a un compteur qui est mon compteur, qui est combien de donations se font sur mon compteur de donation et donc combien j'arrive à lever pour. Donc on verra à la fin du voyage si j'arrive à tenir ma promesse. Et si t'arrives pas à tenir ta promesse, qu'est-ce que tu fais? Tu compenses? Alors j'ai dit que quoi qu'il arrive, je lèverai les fonds. Donc je pense qu'à la fin du tour du monde, il faudra que je vois si je dois faire des grosses économies, camper plus pour pouvoir rajouter ce qui manquera. Ouais. Et du coup, moi j'ai deux questions. La première, c'est quel est le site et si on veut te supporter justement et participer, où est-ce qu'on va? Et la deuxième question, c'est ça coûte combien un tour du monde à pied? Première question, on y va dans l'ordre. Le site internet, donc c'est mon site, il s'appelle lootirun.com, donc c'est l'outil LOOTIE-run.com. Et donc c'est le site sur lequel je mets tous les jours, il y a quand même mes blogs, mes photos, tous les jours je poste de manière très disciplinée, donc vous pouvez me suivre en direct. Tous les jours il y a mon tracker, c'est une espèce de petite balise Argos qui me suit pendant que je cours, donc vous pouvez suivre exactement où je suis. Tous les jours il y a mes données GPS, donc les liens Garmin et Strava, il y a absolument tout qui est documenté au jour le jour dessus, donc c'est assez complet. Et en plus de ça, il y a les boutons de donation que vous trouvez un peu partout, donc vous êtes jamais perdu. Si vous voulez donner, vous pouvez toujours trouver ou donner sur mon site. Donc ça, c'est la première question. La deuxième question, combien ça coûte un tour du monde en courant? Je vais te répondre que je ne sais pas, parce que déjà, moi, j'étais parti pour 2 ans. Là, maintenant, je suis parti pour 3 ans, donc c'est un peu la grosse galère. J'ai aussi beaucoup rajouté de kilomètres en Europe, qui pour moi est un peu le continent le plus cher, parce que je me logeais dans le dur en Europe, alors que par exemple l'Australie, tu vois, je vais me retrouver à camper souvent, donc frais de logement, ça sera 0. Donc ça va se balancer. Pour l'instant, je ne sais absolument pas. Donc je suis bien contente d'avoir mis toutes mes économies de toute ma vie dans ce voyage et je ferai les comptes au final quand j'aurai fait le dernier kilomètre. Mais je pense que ça va être un peu serré à la fin parce que 1 an de plus, c'est quand même beaucoup. 1 an juste à vivre sur ses propres deniers. Donc je verrai. Et alors justement, c'est tout à ton honneur de lever ces fonds pour l'association. Si quelqu'un voulait te soutenir toi personnellement dans ta démarche, dans ton tour du monde, je sais pas, te loger, te donner à manger, à boire, te faire une donation pour que de temps en temps sur la fin, tu puisses te payer une chambre d'hôtel dans le dur, parce que peut-être qu'après 2 ans et demi, 3 ans, t'en auras marre, surtout si tu reviens d'Australie et puis que t'as fini de camper sous des orages, sous des pluies diluviennes. Comment est-ce qu'on peut faire? Eh bien, sur mon website, il y a aussi une section contact. Donc tout le monde peut m'écrire. On peut me retrouver aussi. J'interviens sur 2 médias sociaux, mais de manière un peu moins régulière, peut-être toutes les semaines ou les 2 semaines. J'interviens sur Facebook et Instagram. Donc, si on veut me contacter, on trouve soit via le website, soit via donc sur Facebook, je suis à Looties Run Around the World. Sur Instagram, mais tout ça vous le trouvez, tous les liens sur mon site. À partir du moment où vous êtes sur mon site, on mettra tout ça en les bas, liens partout. Et donc oui, on peut me contacter, on peut me proposer. Il y a souvent, ça arrive de temps en temps, des gens qui disent tiens, je vois sur ton site que tu arrives dans telle région, je suis dans le coin, on peut te loger, on aimerait bien te rencontrer, on aimerait bien courir avec toi. Moi je trouve ça super, hein, bien sûr. Ouais, c'est aussi le but du voyage, de rencontrer des gens, bien sûr. Génial. Écoute, je pense que le message est passé. Nous on mettra de toute façon dans les notes de l'épisode toutes les infos pour te suivre, te contacter,
contacter, pour donner pour l'association, pour donner pour toi si on veut. Et puis, comme la communauté des triathlètes du podcast est grandissante et un petit peu tout autour du monde, j'espère qu'il y en aura qui te contacteront de notre part et que vous arriverez à faire quelques kilomètres ensemble. Ça serait super. Merci en tout cas. Marie, Olivier, je pense que on a fait un bon tour justement de toutes les questions qu'on avait pour Marie sur cette semaine. J'espère que ça aura plu énormément à nos auditeurs. J'espère que l'expérience du podcast avec nous, Marie, t'a plu et qu'on aura l'occasion peut-être à la fin de ton tour du monde de faire un petit compte rendu, un petit débrief de ce que cette aventure, ce que ce voyage t'aura apporté et quel sera ton prochain défi, parce que j'imagine bien que quand le tour de la Lune en courant, un truc comme ça. Apparemment, c'est encore plus facile. Ça serait une vraie première, parce que ça, vraiment, ça n'a pas été fait ni par une femme ni par un homme. Ah bah voilà, on sait quel sera ton prochain objectif. Bah écoute, tu te raconteras tout ça dans un prochain épisode. Ce sera plus Marie la coureuse, mais Marie la cosmonaute. Super, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Olivier, je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Yes. Je te souhaite un bon week-end. Et puis Marie, continue bien à courir. Bon courage pour la suite. Et puis nous, de toute façon, on reste en contact. Je sais pas encore trop comment, mais j'essaierai de continuer à pouvoir t'aider. On te suivra de près en tout cas. À très bientôt Marie. Merci, bonne soirée, au revoir. Super, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode et peut-être même cette série hebdomadaire jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. Bon week-end et à la semaine prochaine. Salut les sportifs.